Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes sur cette conférence donc sur le triangle de Karpman. Donc avant de commencer la conférence, eh bien voilà, je vais me présenter et Christelle va se présenter aussi. Donc moi je suis coach, thérapeute, énergéticienne. Je suis également créatrice d'oracles. Et je propose, voilà, dans mes prestations, je propose des soins énergétiques, des soins quantiques, des guidances également. Et puis, j'accompagne principalement les femmes, voilà, sur le chemin de leur liberté, retrouver leur potentiel en travaillant sur leurs croyances limitantes. Donc voilà, j'ai mis en place un programme qui s'appelle le programme Liberté. Et on a déjà fait une première édition le mois dernier avec Christelle. Donc, c'était au cours des coachings de groupe que je propose à mes coachés, on va dire, aux personnes qui me suivent. Alors, excusez-moi, je vais fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. Donc, voilà, je propose à mes coachés un coaching de groupe par semaine. Et puis donc, avec Christelle, le mois dernier, on avait proposé un coaching ouvert à un petit peu plus de monde. Et puis, voilà, on réitère l'expérience ce mois-ci sur ce sujet du triangle de Karpman. Donc, Christelle, je vais te laisser te présenter et puis après, enchaîner sur la conférence. Merci. Voilà, moi je m'appelle Christelle Tuffery, donc j'ai été infirmière pendant 25 ans et puis il y a 6 ans de ça, je me suis reconvertie en passant un diplôme de coach et je suis principalement coach en développement personnel mais spécifiquement en neurosciences et physique quantique. Je suis aussi psycho-énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques, je propose des coachings, je propose des formations énergétiques, des formations de coaching aussi. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler du triangle de Karpman, parce que je pense que si on a conscience de ce triangle, ça peut nous changer la vie à tous. Je redonne la parole à Corinne. Oui, écoute, si tu veux, tu peux enchaîner sur la conférence. Voilà. Donc, chacun posera des questions dans le petit chat et puis après, on y répondra, hein, c'est ça au fur et à mesure. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que ce triangle de Karpman, eh bien, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il revient souvent, moi, dans mon cabinet de soins quand les gens viennent me voir parce que la plupart du temps, les gens se retrouvent dans ce triangle. Donc, je me retrouve tout le temps en train de leur expliquer en quoi ça consiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite conférence. Donc, tout le monde, éventuellement, peut-être en a entendu parler de ce triangle. Donc, il s'appelle Karpman parce que Stephen Karpman était un psychologue dans les années 60 qui s'est rendu compte qu'un triangle pouvait se mettre en place au niveau des gens, de leur façon de jouer entre eux, en fait, hein, parce que ce sont des jeux de rôle. Donc, dans ce triangle, eh bien, il y a 3 jeux de rôle. Vous allez avoir la victime, le sauveur et le persécuteur. Vous pouvez éventuellement avoir entendu parler de bourreau aussi à la place de persécuteur. Donc, vous allez vous trouver forcément dans un de ces rôles-là et qui ne sont en fait que des rôles. Chaque personnage fait semblant. Donc, ce triangle de Karpman, on peut aussi l'appeler, vous avez pu entendre dire que c'était le triangle dramatique ou le triangle infernal. Parce que, en fait, eh bien, il démontre des problèmes relationnels entre les gens. Et il faut savoir que c'est un triangle, ces rôles-là, vous les prenez dès tout petit dans votre enfance, avec l'éducation de vos parents ou peut-être même à l'école, enfin avec l'éducation tout court. Et vous allez vous programmer à jouer ces rôles-là toute votre vie et souffrir de chaque position. On les retrouve aussi dans les contes dramatiques, en fait. Hein. Vous allez les retrouver dans Cendrillon, où vous allez avoir la mère et les 2 belles filles. Non, oui, belles... hein. Et vous allez avoir le prince charmant en sauveur, vous allez avoir donc la belle-mère qui est persécutrice et Cendrillon qui est victime. Vous le retrouvez aussi dans le petit chaperon rouge avec le loup,
le petit chaperon rouge et je ne sais plus qui est le sauveur dans l'histoire. Voilà, donc on le retrouve dans les contes. Donc, vous allez d'abord avoir la position de victime. Cette position de victime, c'est celle qui va déterminer que les autres rôles vont pouvoir exister. Sans le rôle de la victime, les deux autres rôles ne peuvent pas exister. Parce que quand il y a une victime, il va forcément y avoir un sauveur et il va y avoir un persécuteur. S'il n'y a pas de victime, le persécuteur ne peut pas persécuter la victime et le sauveur ne peut pas sauver la victime. Donc, voilà, c'est important de repérer ça. Pourquoi les gens peuvent-ils jouer la victime? Quels en sont les bénéfices? Eh bien, tout simplement, déjà, la victime va attirer l'attention sur elle. C'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas ses besoins et qui est en grand manque d'affection. Donc, elle a énormément besoin que les gens la regardent, que les gens s'occupent d'elle. Donc, elle va se positionner en victime pour attirer l'attention. C'est ce qu'elle a mis en place avec ses parents, éventuellement, quand elle était petite, qui ne la regardaient pas ou pas assez, qui ne s'occupaient pas d'elle, ou peut-être qui s'occupaient trop des frères et sœurs, et donc, du coup, elle était en manque d'affection, et elle s'est mise en position de victime pour attirer l'attention sur elle. Et en plus de ça, ça lui fait du bien d'être victime, parce qu'elle va pouvoir extérioriser, elle va pouvoir parler de son mal-être. Ça lui fait beaucoup de bien et en plus de ça, la victime permet aussi de ne pas se responsabiliser dans la vie et de remettre la responsabilité sur les autres. Souvent, ce sont des gens qui ont du mal à se prendre en charge, à se prendre en main et à poser des actions dans la vie. C'est très difficile de leur demander de passer à l'action à ces personnes-là parce qu'elles sont habituées à justement se déresponsabiliser. Voilà. Ces phrases, souvent, qu'on entend dire, c'est « personne ne me regarde, personne ne pense à moi, je n'y arriverai jamais ». Voilà, ce sont des phrases généralistes et négatives. Vous avez dû en rencontrer autour de vous, il y en a partout. Donc, voilà. On verra comment, après, on peut se sortir de ce système-là. Donc, elle cherche évidemment à attirer un sauveur pour la sauver. Et puis, elle aime bien avoir un persécuteur. Et il faut savoir que le persécuteur peut être autre chose qu'une personne. Ça peut être les impôts, ça peut être la voisine, enfin, ou même pas une personne. Ça peut être une institution, ça peut être la drogue, l'alcool. Voilà, ça peut être aussi le persécuteur. Ensuite, on va voir le rôle du sauveur. Donc, le sauveur, lui, ses bénéfices, c'est que ça va lui donner un rôle. Il va se sentir utile. Il va se revaloriser du fait de pouvoir aider quelqu'un. C'est le bénéfice que ça lui apporte. Il s'occupe des besoins des autres pour aussi éviter de s'occuper de ses propres besoins à lui et d'aller voir à l'intérieur de lui qu'est-ce qui ne va pas. Pendant qu'on s'occupe de l'autre, on ne s'occupe pas de soi et ça évite d'aller se regarder personnellement. Et donc, il a souvent, c'est souvent une ancienne victime d'ailleurs, le sauveur. Vous verrez pourquoi. Voilà. Ses phrases à lui, c'est « je vais m'en occuper, laisse faire, mais j'ai fait ça pour toi, mais tu imagines quand même que j'ai fait tout ça pour toi ». Enfin, voilà, il est tout le temps en train de s'occuper de l'autre et surtout sans lui avoir demandé son avis. C'est là où c'est problématique en fait. Voilà. Il ne demande pas. On va faire une différence entre le sauveur et le sauveteur, au niveau des pompiers, par exemple, parce que eux, la différence, c'est qu'ils passent à l'action. Il faut savoir que tous ces rôles-là, les gens font semblant. La victime, elle n'a pas vraiment envie de sortir de son rôle de victime, même si elle vient en thérapie, elle vient pour se plaindre. Le sauveur, il ne va pas vraiment sauver l'autre. Il va se débrouiller pour le maintenir un petit peu en position de victime, parce que sinon, il n'aura plus personne à sauver. Et on va voir maintenant le persécuteur. Donc, ses bénéfices à lui, c'est libérer ses pulsions agressives surtout, voilà, parce qu'il a vraiment beaucoup de colère à l'intérieur de lui, il a beaucoup de pulsions et il a besoin de persécuter quelqu'un, il a besoin de se mettre en colère, il a besoin de diminuer quelqu'un aussi pour se donner de la valeur. Il a besoin de contrôler pour se rassurer, puisque le persécuteur, c'est quand même quelqu'un qui a très peu confiance en lui. Et justement, il va aller prendre le contrôle sur l'autre pour maîtriser. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans ses relations aux autres et qui a du mal à gérer ses émotions aussi. Donc lui, souvent, ça va être un ancien sauveur d'ailleurs.
un sauveur qui est déçu. Hein. Voilà, il n'a pas réussi à sauver la victime et puis à un moment donné, il va devenir persécuteur parce qu'il en a marre d'essayer de sauver la victime. Il n'y arrive pas et il se transforme en persécuteur. Parce que dans ce triangle, vous avez la victime, le persécuteur et le sauveur, mais vous allez changer de place. Vous pouvez changer de place en 1 heure, comme vous pouvez changer de place en 5 minutes, comme vous pouvez changer de place en 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ça peut changer très rapidement. On verra comment il est possible de changer. Et il est, oui, pétrifié par la relation à l'autre. Donc, ces phrases à lui, c'est évidemment, tu ne me fais pas confiance, tu ne fais pas comme il faut, je te l'avais dit. Il va tout faire pour diminuer, pour humilier, pour écraser sa victime. Et comme je l'ai dit, le persécuteur, ça peut aussi être une maladie, ça peut être un handicap, ça peut être une addiction. C'est parce que c'est la maladie qui fait que je ne peux pas aller faire de sport, des choses comme ça. Alors que la personne, petit à petit, elle pourrait très bien se mettre en action et sortir justement de sa position. Voilà. Donc, comment on peut changer de position sans le savoir? En fait, c'est quand un des rôles va devenir insupportable. Quand la victime, à un moment donné, va en avoir marre d'être victime, parce que ça peut arriver, eh bien, elle va changer de position et donc, du coup, ça va déstabiliser tout l'entourage autour d'elle parce qu'ils ne vont plus savoir comment faire avec elle. Ça va être un coup de théâtre parce que, comme je vous l'ai dit, ces 3 positions, c'est comme si vous jouez un rôle au théâtre. Et tout ça, ce n'est pas la réalité. Les gens se font croire qu'ils sont dans une certaine réalité, mais ce n'est pas la réalité de leur vie et ce sont des positions qui font souffrir, des positions dans lesquelles on est mal et des positions dans lesquelles, si on n'en prend pas conscience, on a du mal à en sortir. Donc, il va y avoir ce fameux coup de théâtre qui va faire que, par exemple, le sauveur qui n'arrive pas à sauver quelqu'un, au bout d'un moment, il va arrêter, il va passer persécuteur parce que ça sera trop pour lui. Voilà, à un moment donné, il ne va plus supporter de plus arriver à sauver la victime. Donc, ça va être un coup de théâtre parce que le rôle devient insupportable. Est-ce qu'éventuellement, sur ces 3 rôles, il y aurait des questions avant que je passe à comment se sortir du triangle de Karman? Valérie avait posé la question, mais tu as donné un peu la réponse quand même. Elle disait donc, est-ce que l'on peut changer de rôle au cours de la vie? Donc, tu as quand même répondu voilà, peu, hein. répondu. Non, on peut être que 2 personnes. Hein. On peut jouer les 3 rôles à 2. Voilà. Dans un couple, il va y avoir le persécuteur et la victime. Et on va changer de rôle, c'est-à-dire que tout d'un coup, moi, c'est ce que j'essaie en tous les cas d'apprendre aux gens dans mon cabinet, c'est à sortir de leur rôle et de dire, il faut arrêter de vous positionner en tant que victime et essayer justement de vous responsabiliser par rapport à votre vie. Prenez vos propres décisions pour vous-même et arrêtez que ce soit le persécuteur qui dirige votre vie. Donc, tout d'un coup, il va se mettre à le faire et ça va déstabiliser le persécuteur qui va plus savoir comment faire et agir avec la victime. Et donc, du coup, pour essayer de ramener la victime dans le triangle, parce qu'en fait, elle est en train d'en sortir. Et pour ramener la victime dans le triangle, eh bien, il va se poser en victime. C'est lui qui va tout d'un coup jouer la victime. Ah, mais tu sors avec tes copains, ah ben moi je suis tout seul, je t'ai attendu, et donc du coup voilà, il devient victime alors qu'avant il persécutait. Parce que justement la victime a essayé de sortir du triangle. Oui, l'origine de ces rôles vient de l'enfance. Oui, ça s'est mis en place forcément avec les parents, ou avec l'instituteur ou l'institutrice, hein, voilà, ou même avec un grand frère hein, aussi. Hein, on peut avoir un grand frère qui persécute, et ça se met en place à ce moment-là. Et donc, on essaie, oui, on est dans ce rôle et on essaie de sauver sa peau comme on peut avec ce rôle-là. Voilà. Donc, il faut voir le modèle parental. A-t-il une influence? Oui, complètement. On peut voir ses parents aussi jouer ces rôles-là et reproduire exactement les mêmes rôles que ses parents. Et il faut savoir qu'il y a 95% des gens qui sont dans le triangle de Karman sur la planète. Et qu'à partir du moment où vous êtes enfermé dans le triangle de Karman, eh bien, vous n'êtes pas adulte. Vous rejouez des scénarios d'enfants. La victime va jouer la petite fille victime pour plaire à ses parents, pour que ses parents la regardent.
le persécuteur, il va persécuter ses parents. Il y en a des enfants qui prennent le dessus sur leurs parents, qui se mettent en colère, qui piquent des crises, jusqu'à ce que les parents cèdent pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Et donc, en fait, eh bien, il ne sort pas de ce rôle d'enfant capricieux qui essaie d'avoir le contrôle de ses parents. Donc, si vous voulez vraiment devenir adulte, eh bien, il va falloir repérer si vous êtes dans le triangle de Karman et il va falloir essayer d'en sortir. C'est seulement à cette condition que vous pourrez vivre votre rôle d'adulte. Tant que vous êtes dans le triangle de Karman, vous rejouez des scénarios d'enfant quand vous étiez petit, avec vos parents ou avec la fratrie. Estelle, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser? Oui. Est-ce que cette figure justement de la victime est linéaire et où elle peut être dans deux mondes opposés? Parce que est-ce que c'est proche de la victime qu'on retrouve chez le pervers sa faille narcissique? Est-ce que c'est la même type de victime? Ou alors je te donne un exemple, parce que moi j'étais victime de ça, mais en fait, dans mon monde professionnel, j'étais quelqu'un qui était avec des très hautes responsabilités, mais à la maison, j'étais quelqu'un complètement assujetti, justement, à une personne. Et je me... Voilà, donc, et tu vois, j'allais en parler avant que tu prennes la parole, c'est qu'en fait, on peut très bien avoir un chef d'entreprise qui manage une multinationale et qui est excellent en la matière. Et après, quand il rentre à la maison chez lui, eh bien, sa femme a le dessus sur lui et il devient le petit enfant qui est la victime de sa femme, en fait. Donc, on peut s'être dissocié, en effet. Mais voilà, on peut aussi être persécuteur au travail, être un chef d'entreprise persécuteur qui persécute ses employés, par exemple. Mais on peut exceller dans un domaine et être bien là-dedans. Et puis, mais c'est une question d'âge psychologique, en fait. Il faut grandir en âge psychologique. Ce sont des gens qui sont restés bloqués à un certain âge psychologique. Mais dans une relation donnée. Puisque si au travail, la responsabilité montre quand même une certaine maturité et que rentrer à la maison, on bascule dans un autre monde, une autre figure de style, du coup, c'est pas une question de maturité, là. C'est question de sphère, non? Un chef d'entreprise va peut-être bien manager son équipe, ouais. Mais pour peu, par exemple, qu'il soit en relation avec un chef d'entreprise plus puissant que lui, il va peut-être tomber dans la position de la victime. Voilà. Tout dépend comment, à l'intérieur de lui, il va arriver à se positionner. Qu'est-ce que ça va aller réveiller à l'intérieur de lui à ce moment-là? Merci. Merci pour ta question. Oui, merci pour ta réponse, Christelle. Qui peut lire la question en entier, là? Je ne l'ai pas vue, moi. Je veux bien la lire, mais ma question, c'était pour pas trop intervenir et vous ralentir, en fait. Vous disiez 80%, c'est ça? J'ai bien entendu? 95%. Waouh, ok. Et du coup, vraiment, je me demande, mais très naïvement, hein, est-ce que c'est pas un peu un passage obligé dans le développement qui, s'il a un degré vraiment minimal, hein, peut se dissiper et ne pas trop se cristalliser, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui en parlent qu'on dirait que, un peu comme d'autres phénomènes en systémique, dans la psychologie familiale, voilà, c'est quelque chose qui peut à un moment se jouer, mais dans la majorité des cas, peut-être un peu se dissiper. Voilà. Et puis dans d'autres cas, devenir vraiment beaucoup plus pathologique. Voilà, c'est un peu une question que je me pose. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans l'enfance qu'à un moment donné, c'est vraiment d'en prendre conscience et de faire un travail pour justement sortir. Déjà, c'est la première chose, c'est la prise de conscience. Et ça peut mettre vraiment beaucoup de temps pour en sortir. Je pense pas que ça puisse se dissiper comme ça, ou alors c'est que la vie amène la personne à se questionner, à se remettre en question et qu'elle va faire comme ça un petit travail intérieur toute seule et du coup elle va plus vouloir jouer ça, mais à un moment donné c'est vraiment se tourner vers soi et aller voir comment on fonctionne, aller s'interroger. Mais est-ce que c'est si étonnant que ça survienne pendant l'enfance? C'est ça que je me demande. Mais même pas des degrés pathologiques, mais juste un peu des tendances comme ça, des choses qui ne restent pas le temps d'une heure ou de… Je ne sais pas. Donc,
si les parents ont un fonctionnement dysfonctionnel, eh bien, l'enfant ne pourra pas y échapper. Après, si les parents ont un fonctionnement équilibré, voilà, l'enfant sera moins perturbé et atteint par ça. Ouais. Ok, merci. Excusez-moi, vous avez dit 95%? Oui, oui, oui. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les rôles? On a perdu Corinne, non? Non, je suis là. Elle avait des problèmes. Non, je suis bien là. Tout va bien. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. D'accord. Voilà. Donc, pour sortir du triangle de Karman, parce que ce sont quand même des rôles destructeurs, hein, ça peut aller vraiment très loin, hein, certaines personnes peuvent en mourir quand le persécuteur est trop violent, mais quand même, hein, le persécuteur va quand même essayer de garder sa victime en vie parce que sinon il n'aura plus personne à persécuter ou il faudra qu'il aille choisir quelqu'un d'autre. Hein. Donc, souvent, ils font semblant. Hein. La victime, elle fait semblant de vouloir sortir de son rôle de victime. Le sauveur, il fait semblant de sauver la personne parce qu'il ne veut pas vraiment la sauver pour pouvoir la garder sous sa coupe. Et le persécuteur ne va pas vraiment détruire sa victime parce qu'il va vouloir continuer à exercer son rôle de persécuteur. Donc, la première des choses, c'est de se tourner vers soi quand on est dans une situation difficile et d'aller regarder un petit peu comment on fonctionne. Et si on n'y arrive pas tout seul, eh bien, on va aller se faire aider par quelqu'un qui va aller mettre de la lumière, hein, quelqu'un d'extérieur, un thérapeute, ou, voilà, justement pour aller se voir tel que l'on est dans ce fonctionnement et pour pouvoir créer une autre réalité. Donc, première chose, c'est en prendre conscience. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de décider de changer, d'en changer. Et ça va être le plus difficile. Parce qu'il va y avoir beaucoup de résistance à l'intérieur de vous. En neurosciences et physique quantique, on le sait très bien, hein, à chaque comportement, à chaque routine, à chaque pensée, à chaque croyance, à chaque chose que vous vivez dans votre vie, vous avez des connexions neuronales qui se font dans votre cerveau. Et c'est très rapide. Donc, si vous répétez d'une même chose ne serait-ce que 21 jours, eh bien, vous allez créer une forme géométrique dans votre cerveau neuronal qui va correspondre à cette attitude, à cette routine, à cette fonction, à cette croyance, à cette pensée, à cette peur, à cette émotion. Et cette forme géométrique va aller produire des hormones qui vont aller rendre addict vos surrénales. Donc, ce programme, il est installé dans votre cerveau. Donc, il va falloir aller justement changer cette programmation neuronale et ça va prendre du temps. Et avec toutes les peurs que ça suscite à l'intérieur de la personne. Donc pour ça, eh bien, il y a des solutions. Il y a la visualisation où on va se visualiser en train d'être quelqu'un d'autre ou en train de vivre autre chose et on va le visualiser tous les jours pendant 21 jours pour que les connexions neuronales puissent se modifier. Et en contrepartie, à côté, il faut faire un travail aussi psychologique pour essayer de ramener de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'amour pour soi. Ça, c'est très important parce que les trois rôles, sauveur, persécuteur, victime, manquent énormément de tous ces ingrédients. Voilà. Il va falloir qu'ils aillent renforcer leur sécurité intérieure, renforcer leur amour pour eux-mêmes, leur estime de soi. Et pour ça, eh bien, moi, je leur demande en coaching de passer à l'action et de sortir de leur zone de confort sur des petits événements qu'ils vont aller vivre à leur portée, bien évidemment. Il ne faut pas que ce soit un challenge trop grand au départ et d'aller vivre ce petit challenge et pour pouvoir être fier d'eux, pour pouvoir renforcer cette sécurité à l'intérieur d'eux, pour être plus en confiance et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils vont aller vivre ces petits challenges, qu'ils vont sortir de leur zone de confort, eh bien, ils vont avoir cette sécurité, cette force intérieure qui va leur permettre de pouvoir facilement sortir du rôle de la victime, du sauveur ou du persécuteur. Voilà. Le persécuteur, je vais lui demander d'apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Et d'apprendre aussi à gérer ses relations avec les autres et à être à l'aise dans ses relations avec les autres.
Donc pour ça, ça va être aussi tout un travail d'apprentissage, peut-être d'aller dans des groupes bienveillants et de faire des exercices dans ces groupes, puis voilà, de côtoyer du monde et d'apprendre justement à savoir qui il est dans un groupe, comment il fonctionne et comment il peut se sentir en sécurité, qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe ou qu'est-ce que le groupe peut lui apporter. Voilà, se reconstruire dans un groupe pour arriver à bien gérer les relations aux autres. Et puis la gestion des émotions, il y a plein d'outils. Il peut y avoir la cohérence cœur-cerveau, même la communication non violente aussi. Voilà. Et puis pour la victime, il va falloir, elle, qu'elle apprenne à s'aimer. Il va falloir aussi qu'elle apprenne à faire des efforts, parce que souvent les victimes sont quand même des personnes assez feignantes. Elles n'ont pas envie de se responsabiliser. Elles n'ont pas envie de faire les efforts parce que souvent, quand ils étaient petits, ils apprenaient à se faire prendre en charge par les autres et ça leur correspondait bien. Voilà. Le sauveur, lui, il va falloir qu'il arrête de vouloir aider les autres sans demander l'avis. On ne va pas aider quelqu'un s'il n'a pas fait la demande. Ça, ce n'est pas possible. Le sauveur, il faut absolument qu'il cadre la façon dont il va aller sauver les autres. Enfin, en tous les cas, il va aller les aider. Il ne faut pas confondre sauver et aider. Donc, il va falloir qu'il cadre ça et il va falloir aussi qu'il s'assure qu'il ne va pas être le seul à faire tous les efforts dans l'histoire, mais que l'autre va bien s'impliquer aussi dans les démarches à faire. Voilà. Voilà comment on peut sortir du triangle infernal. La victime donc doit se responsabiliser, chercher ses propres solutions et arrêter de demander aux autres, devenir acteur de sa vie. Le sauveur, lui, doit arrêter de vouloir sauver tout le monde et ne pas confondre sauver et aider et faire les efforts partagés aussi. Voilà, mettre un cadre au niveau de l'aide à l'autre et le persécuteur, il doit gérer ses émotions et puis apprendre à gérer ses relations avec les autres. Mais voilà, dans tous ces rôles-là, le manque fondamental, c'est le manque d'affection, le manque d'amour pour eux, le manque de confiance en eux et le manque de sécurité à l'intérieur d'eux. Donc, c'est important d'aller repérer comment vous fonctionnez, c'est important de vouloir en sortir, c'est important de se mettre des petits challenges régulièrement, sortir de sa zone de confort pour justement ramener de la confiance, de l'estime, de la sécurité, de la fierté aussi pour soi. Et puis, c'est important peut-être de se faire éclairer par un thérapeute parce que le moment le plus difficile, ça va être quand vous allez sortir de ce rôle et que l'autre va vouloir vous y ramener dedans. J'ai encore eu une cliente hier, elle a fait abnégation d'elle-même pour toute sa famille, son mari et ses 3 filles pendant toute sa vie. Et aujourd'hui, elle est en train de crever à l'intérieur d'elle parce qu'elle a voulu sauver tout le monde. Et elle se retrouve du coup victime de la situation aujourd'hui parce qu'elle n'est pas heureuse, parce qu'elle ne fait que pleurer, elle n'est pas épanouie. Et elle a un mari qui joue à la fois le sauveur de temps en temps et le persécuteur à d'autres moments. Et que quand elle va commencer à s'occuper d'elle-même et à faire des sorties, à vivre pour elle et se faire plaisir, ça va bouger dans la maison. Ça va bouger fortement parce que le mari va se sentir abandonné. Donc, il va se mettre en position de victime. À des moments, il va faire semblant de vouloir la sauver. Le mari gentil dit « je vais t'aider à porter les courses » ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Mais ça va réagir. Donc, c'est ça qui va être compliqué à gérer et il faut tenir dans la durée. Et je pense qu'il est important aussi de mettre en place un dialogue. Voilà. De dialoguer avec tous les participants dans ce triangle de Karman. Comment peut-on aider un sauveur qui est dans le déni de ce rôle-là? À partir du moment où la personne elle est dans le déni, on ne fait rien. On attend. On attend qu'il en arrive au bout du bout de son ras-le-bol de vouloir sauver les autres qui ne bougent pas et qui ne seront pas sauvés. Et à un moment donné, peut-être que là, il se posera des questions à ce moment-là. Mais à partir du moment où les personnes sont dans le déni, on ne peut rien faire. Moi, j'avais une victime dans mon cabinet, elle est venue plusieurs fois. Je lui ai expliqué des notions différentes. Et à un moment donné, je lui ai dit que je ne pouvais plus la suivre.
C'était plus possible parce qu'elle n'entendait pas ce que je lui disais et que bon, ma porte restait ouverte, qu'elle pouvait revenir si elle voulait, mais que là, on faisait un break et qu'il fallait qu'elle réfléchisse à tout ça. Voilà. C'était la faute de sa hanche, c'était la faute de sa maladie et elle passait son temps à venir pleurnicher dans mon cabinet. Et moi, je ne cautionne pas le fait de laisser quelqu'un rentrer dans le triangle de Karman et en tous les cas, moi, je n'y rentre pas dedans, donc je ne vais pas jouer à la sauveuse. Hein, voilà. Eh bien, un mois est passé, elle m'a rappelé. Eh bien, son comportement a complètement changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, je l'ai trouvée positive. Voilà. Il y a eu un changement. Le fait, des fois, de dire à une personne, voilà, je ne m'occupe plus de vous parce que ce n'est pas possible, eh bien, là, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire. Donc, des fois, il faut abandonner. Et puis dire la raison pour laquelle on abandonne. Et après, la personne, du coup, voilà, là, elle s'est remise en question et elle est revenue dans un tout autre état d'esprit où elle a commencé à se responsabiliser. Donc, comme je vends des compléments alimentaires, elle est venue chercher des compléments alimentaires. Elle dit, voilà, je vais mieux, j'ai envie d'aller encore mieux. Je ne la reprends pas. Donc, nous avons pu reprendre le travail ensemble. Voilà. Des fois, il ne faut pas hésiter. Après, la meilleure solution, c'est de ne pas rentrer dans le triangle de Karman. Moi, je n'y rentre plus, c'est fini. Moi, j'y étais pendant longtemps. J'ai fait toutes les positions, hein, voilà, des fois en une journée, en 1 heure, en plusieurs années. Et aujourd'hui, je n'y rentre plus parce que j'ai bien repéré tous les rôles. Et quand quelqu'un veut me faire rentrer dans le triangle de Karman, je n'y rentre pas. Je m'en vais. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On a voulu me mettre en victime. Un persécuteur a voulu me mettre en victime. Il n'a pas pu. Voilà. Donc, ça demande du temps et de l'apprentissage. Hein. Ça ne se fait pas en un jour. Hein. Il faut prendre le temps de repérer les choses. J'avais une question moi, par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on nomme l'emprise, justement, ces personnes qui se retrouvent victimes, qui finalement n'arrivent pas à sortir de ça parce qu'elles se retrouvent, comme on dit, une espèce d'emprise. Elles sont complètement… parce que c'est mon cas, hein, c'est pour ça que je parle de ce que j'ai, parce que j'en suis sortie. Ça y est, enfin, ça fait 9 mois, mais j'essaie de… Voilà, je travaille sur moi beaucoup en ce moment, justement, par rapport à ça. C'est ce qu'on nomme justement une emprise. On a affaire à un bourreau, persécuteur. Et nous, on se retrouve victime malgré nous parce qu'on s'est laissé entraîner dans un triangle, voilà, je crois que vous allez bien nommer, justement. Parce qu'on a voulu, à mon tour, j'ai été sauveuse. J'ai voulu le sauver en pensant que justement lui avait des soucis. C'est ça, c'est rigolo ce que vous dites, c'est exactement ça. Au départ, j'étais sauveuse. J'avais l'impression d'être obligée de le sauver parce qu'il avait un mal-être. Et puis finalement, je me suis retrouvée en tant que victime et lui est devenu mon persécuteur, enfin mon contrôlant, je dirais même pervers. Moi, maintenant, je donne ça plutôt un pervers. Donc, et voilà, c'est ce qu'on nomme souvent l'emprise. Enfin, voilà, moi qui travaille beaucoup sur moi, je pense que c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Et dans mon cabinet, après, on va avec les personnes essayer de retrouver ce même schéma répétitif, comment ça a pu se passer dans l'enfance avec les parents et comment ça s'est mis en place avec les parents. Ouais, c'est ça. Ça vient de l'enfance, effectivement. Ça, c'est important d'essayer d'aller voir, de repérer comment dans l'enfance ça a pu se mettre en place. Donc, à ce moment-là, je pose tout un tas de questions aux gens et on arrive toujours à comprendre le mécanisme qui s'est mis en place. Et donc, du coup, les gens, après, ils savent, il y a un éclairage qui se fait. Et donc, du coup, après, c'est beaucoup plus facile pour eux d'en sortir et de trouver leur solution pour ne pas y rentrer dedans ou pour en sortir. D'accord. Oui, parce que c'est bien beau d'en sortir, comme moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Le seul truc, c'est de ne pas y retourner avec quelqu'un d'autre. C'est de ne pas refaire le même schéma, parce que voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important, la visualisation créatrice, c'est vraiment un outil qui est très important. Une fois qu'on en est sorti, ou même quand on veut en sortir, on va aller visualiser qu'on n'y est pas dedans. En fait, on va aller visualiser qu'on est libre, qu'on est en sécurité, qu'on s'aime, qu'on n'a aucune attache ou aucune emprise ou qu'on essaie de sauver personne. Enfin, en tous les cas, voilà, on se visualise en étant heureux, en étant comblé, épanoui. Et là, on va aller câbler des neurones différents dans le cerveau. Et donc, du coup, on ne va pas retomber dans le même schéma qu'avant. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça le travail de maintenant. Moi, j'ai un peu peur justement de ça. Je suis sortie, donc je suis tellement bien maintenant que j'ai peur de retomber sur le même… j'ai peur de réattirer ça parce que voilà, il y a quelque chose en moi que je dois travailler.
Ce qu'il faut, c'est visualiser que vous êtes avec quelqu'un, un homme, et que voilà, vous êtes ensemble mais séparément. C'est-à-dire que voilà, vous créez la relation, mais chacun est libre dans cette relation. Hein. Et puis c'est une relation de confiance parce que vous avez confiance en vous, parce que vous vous aimez suffisamment. Et quand on est complet soi-même, on ne demande pas à l'autre de venir nous combler. Hein. Et donc la relation, ça devient juste la cerise sur le gâteau, et chacun doit être un gâteau à lui tout seul, avec toutes les parts bien au bon endroit, parce que s'il manque une part, le gâteau va s'effondrer. Donc c'est deux gâteaux vraiment combles. Et puis après, la relation, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est ce qu'on doit travailler en fait. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Mais on doit d'abord être un gâteau tout seul, bien constitué, c'est-à-dire suffisamment de confiance, d'estime, de fierté, d'amour, de sécurité. Et on doit aller travailler tout ça. Et pour moi, on arrive à le travailler quand on se donne des petits challenges, quand on sort de sa zone de confort. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment changer, parce que du coup, on va perdre nos repères et on va être dans une situation où il va falloir se débrouiller, ou imaginer qu'il peut arriver n'importe quoi, enfin, je ne sais pas. Et donc, du coup, eh bien, on va passer ce petit challenge et on va être super fiers de soi parce qu'on l'aura fait, parce que voilà, enfin, moi, je me suis mis comme ça une fois dans ma vie un challenge parce que je n'étais pas capable de partir en vacances à 1 heure de chez moi tellement j'étais morte de trouille. Et je suis allée, je l'ai fait, je suis sortie de ma zone de confort et ça s'est tellement bien passé que j'ai été vraiment d'une fierté, un petit peu en sécurité. Et au fil des années, j'ai éloigné mon lieu de vacances. Après, ça a été le Puy-de-Dôme, la Bretagne, l'Égypte. Après, ça a été la planète entière. Et puis, en 2016, il m'a fallu 15 ans. Et en 2016, je suis partie toute seule 3 semaines au Mexique. Vous voyez, en 15 ans, voilà. Et du coup, voilà, on travaille. J'ai une sécurité à l'intérieur de moi, une confiance en moi, parce que du coup, je peux compter sur moi. Je sais que je peux m'en sortir dans n'importe quelle situation, enfin à peu près. Mais ça va être ces petits challenges-là que vous allez vous mettre dans la semaine. Il faudra en vivre un à deux par semaine. Et sortez de votre zone de confort. Et c'est comme ça que vous allez renforcer votre amour, votre confiance et votre sécurité pour vous. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, vous ne tomberez plus dans aucun triangle de Karman parce qu'il n'y aura pas de faille à l'intérieur de vous. Donc les autres, ils ne pourront pas rentrer dans cette faille. Ouais. D'accord. Mais c'est un long parcours. Et comme on le dit souvent, hein, ce n'est pas d'arriver au sommet de la montagne qui est important, mais c'est chaque pas que l'on fait, hein, dont on est fier, dont on est content, on se voit progresser. C'est ça qui est important. Et c'est le rôle qu'auraient dû jouer les parents à un moment donné, c'est-à-dire qu'on aurait dû recevoir tout l'amour maternel et paternel quand on était petit, toute l'attention, voilà, et le père qui en même temps incite l'enfant à prendre des petits risques, voilà, mais en étant accompagné du parent à côté. Je veux dire, il n'est pas lâché comme ça dans la nature, mais c'est le pousser à expérimenter, expérimenter, expérimenter pour qu'il puisse consolider à l'intérieur de lui, en tous les cas, aller chercher ses propres solutions. Parce que plus vous vivez des expériences dans votre vie, plus vous emmagasinez dans votre cerveau des solutions. Ce qui fait qu'après, quand vous vous retrouvez dans la même situation, votre cerveau, il trouve de suite la solution. Et c'est ça qui va aller renforcer votre sécurité à l'intérieur de vous. Mais si vous restez chez vous à rien faire et qu'il ne se passe rien, eh bien, vous restez vulnérable. J'ai une question. Vous parliez de visualisation pendant 21 jours. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste exactement, s'il vous plaît? Oui, alors ça consiste à visualiser que vous êtes déjà la personne que vous aimeriez être dans l'avenir et en utilisant l'émotionnel, tous vos sens. C'est-à-dire que d'une personne qui est timide et pas confiante, vous allez vous visualiser en tant que quelqu'un qui est sûr de lui, qui se sent fort, qui fait des challenges et qui les réussit. Voilà, vous allez aller connecter des neurones dans votre cerveau entre eux, des neurones de la confiance, de je passe à l'action, je deviens dynamique, je prends des décisions, voilà. Mais avec tous vos sens, c'est-à-dire que, à la rigueur, à l'intérieur de vous, vous devez vous sentir tout puissant. On a le droit d'être tout puissant. À partir du moment où on n'en a pas une mauvaise utilisation, où ce n'est pas négatif, on a le droit de se sentir tout puissant. Et puis, être dans la gratitude d'être aussi cette nouvelle personne. Parce que la gratitude, c'est l'émotion la plus haute que l'être humain
peut vivre avec la compassion. C'est déjà être dans votre visualisation la personne que vous voulez devenir dans le futur. Et vous allez voir que ça va s'installer à l'intérieur de vous. Au fil des jours qui vont passer, au fil des jours que vous allez ressentir cette personne à l'intérieur de vous, et bien tout d'un coup, vous allez le devenir. Parce que vos neurones vont se câbler différemment. Le plus dur pour nous, les êtres humains, c'est de ressentir les émotions qui vont avec. Parce qu'on ne nous apprend pas à être dans l'émotionnel. On est beaucoup dans l'intellect, on est beaucoup dans le mental, et c'est d'aller ressentir ces émotions dans le corps. Je ne sais pas, moi, quand vous réussissez un examen, vous avez eu votre bac, enfin moi, je ne sais pas, mais à l'intérieur de moi, il y a eu comme un feu d'artifice, il y a eu une explosion. Moi, j'ai sauté en l'air, j'ai crié, j'étais super contente. Vous voyez un petit peu l'émotionnel que ça peut dégager. Je ne sais pas, la première fois où vous êtes parent, qu'il y a le bébé qui arrive, vous ressentez à l'intérieur de vous, vous êtes ému, vous pleurez. Voilà, ça ne passera de toute façon que par l'émotionnel. Si vous essayez de devenir quelqu'un juste avec le mental, ça ne marchera pas. Il faut que émotionnellement, à l'intérieur de vous, vous sentiez que vous êtes déjà cette personne. Une personne accomplie, une personne qui réussit dans la vie, une personne qui a confiance en elle. Voilà. Comment on fait Alors, comment on fait ça? C'est peut-être prendre un papier, prendre un crayon et dire, voilà, moi, je veux être une personne qui est sûre de moi. Alors, qu'est-ce que je ressentirais à l'intérieur de moi si j'étais sûre de moi? Et vous écrivez 4 ou 5 émotions. Je me sentirais épanouie, je me sentirais, moi je me sens transcendée, transportée, toute puissante. Et puis, je ne sais pas, c'est ressentir cet amour infini, vous avez les larmes aux yeux qui arrivent. Voilà, il faut vraiment que ça passe par l'émotionnel. Donc, vous pouvez écrire la personne que vous voulez devenir et à côté, vous mettez les émotions que vous ressentirez quand vous serez cette personne-là. Et vous allez travailler ces émotions-là. Vous n'allez peut-être pas les sentir à la première ou à la deuxième séance. Je veux dire, quand on apprend à conduire une voiture, au départ, eh bien, ça prend du temps. Hein. On réfléchit à tout. Je me mets au point mort, puis je mets la ceinture de sécurité, les rétroviseurs. Après, ça devient un automatisme. Eh bien, vous allez voir qu'au départ, vous allez devoir faire des efforts. De toute façon, quoi qu'on commence dans notre vie, de nouveau, les neurones ne sont pas connectés. Donc, ça demande un effort. Mais au bout d'un moment, les neurones se connectent et se câblent pour ça, pour cette activité. Et là, ça devient facile. C'est pareil pour le yoga, pour la gymnastique, pour la danse. Au début, vous êtes un peu gauche, vous n'êtes pas très souple, c'est difficile, vous avez des courbatures. Ben oui, ça demande un effort, le temps que les neurones se câblent pour la nouvelle personne que vous allez devenir. Donc, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, ça va devenir d'une facilité, d'une simplicité. Voilà. Donc, si vous avez peur de vivre un challenge, eh bien, vous le visualisez avant. C'est ce que font les sportifs maintenant. Avant de faire une compétition, ils visualisent leur saut ou leur course. Ils le visualisent plusieurs fois, plusieurs jours, hein, et le cerveau enregistre ça, ce qui fait qu'après, quand ils font leur course, quand ils font leur saut, eh bien, ils le font à la perfection parce que le corps est programmé pour ça. Les neurones se sont programmés pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en avait dans le chat. Bon, tu as répondu à certaines, mais il y en a qui sont passées un peu à la trappe, alors je vais te les lire. Il y avait Virginie qui demandait, peut-on avoir les 3 rôles à la fois avec des interlocuteurs différents? Ah oui, complètement. Tout est possible. Tout à fait. Tout à fait. On peut être persécuteur au travail avec ses employés, comme on peut être victime à la maison avec sa femme, et puis on peut vouloir sauver sa grand-mère qui va pas bien. Tout à fait. Et on ne doit être dans aucun de ces rôles. C'est vrai que ça demande… Une question. Ça demande d'avoir travaillé sur soi et d'être bien équilibré à l'intérieur de soi. Oui, Bénédicte. Justement, on doit être dans aucun de ces rôles, comme tu dis. Donc, le rôle du sauveur, est-ce que
Je trouve qu'il y a un lien entre tous ceux qui sont HPE, hein, haut potentiel émotionnel, qui sont des gens dans l'altruisme. Donc, ils sont justement dans leur nature à aider les autres. Et c'est souvent ceux-là qu'on retrouve victimes justement de perverses à failles narcissiques. Et comment on peut se dénaturer, parce que c'est peut-être le point de basculement dans l'entrée dans le triangle, mais cette nature de sauveur, elle est ancrée dans un peu dans nos personnalités de ceux qui sont HPE. Alors, HPE, c'est haut potentiel Émotionnel. émotionnel. Oui, voilà, ouais, émotionnel. C'est ceux qui ont fait les tests du WAIS. Ils font aussi l'intellectuel, mais il y a aussi la partie émotionnelle. Oui. Eh bien, eux, ils doivent apprendre à gérer leur émotionnel, hein, en priorité, ça c'est sûr. Et puis après, il faut les amener à se dire qu'ils doivent d'abord demander à la victime si elle veut vraiment être sauvée. Hein? On n'intervient pas auprès de quelqu'un s'il n'en a pas fait la demande. Déjà, ce n'est pas respectueux parce qu'on entre dans sa vie sans qu'il ait rien demandé, en fait. Et puis, ça ne marchera pas parce qu'il a demandé. Moi, quand les gens viennent dans mon cabinet, parce qu'ils ont pris rendez-vous, je ne les recrute pas dans la rue. Je n'ai pas entendu, excuse-moi, parce que je t'ai coupé la parole. Les gens qui viennent dans mon cabinet, c'est qu'ils demandent de l'aide. Oui, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, si c'est ton conjoint ou ta conjointe et que tu la vois en souffrance, c'est un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure par Mimi, je pense, c'est qu'on est dans la forme aidante. Et parce que c'est en nature d'être altruiste et d'aider. Peut-être effectivement c'est un peu de la gérance parce que c'est de l'égocentré, c'est qu'on pense qu'il souffre et peut-être que voilà, on veut l'aider. Mais ouais. Alors on peut aider si déjà on est bien soi-même. Le problème du sauveur, c'est qu'il veut sauver l'autre pour oublier de travailler sur lui et de se sauver lui-même. Mm-hmm. Donc il faut faire vraiment la différence entre vouloir aider et sauver. L'aide, elle doit déjà se demander, c'est poser des questions, c'est est-ce que tu as envie d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? C'est poser la question. Mais la personne répondra qu'elle est normale. Oui, c'est ça. Elle est dans le déni. La personne ne se voit pas malade. Nous, on le sent, mais la personne ne le sait pas, elle. Donc, de toute façon, normalement, elle finira par persécuter, puisque de toute façon, son but, ce n'est pas non plus qu'on lui dise qu'elle est malade, hein, en principe. Hein. De ce que j'ai vécu, moi. Quand tu vas pour sauver quelqu'un, c'est parce que tu le vois en difficulté. Ouais, d'accord. Tu ne vas pas sauver quelqu'un que tu ne vois pas en difficulté. Moi, quelqu'un qui fait un footing dans la rue, je ne vais pas aller le sauver, je n'ai rien à sauver. C'est sûr. Voilà. Ouais. Ah, après, quelqu'un qui a crevé devant chez moi sa roue, je vois bien qu'il est en difficulté. Donc là, c'est pas attendez, monsieur, laissez, je vais le faire. C'est est-ce que vous avez besoin d'aide? Voilà. Et dans quelle mesure je vais pouvoir aider, hein? Il faut cadrer l'aide. Il ne faut pas vouloir tout faire à la place de l'autre, parce que sinon, ce n'est pas lui rendre service. Ouais. Non, il faut que ce soit lui qui en fasse la demande, de toute façon. On peut pas. C'est la personne elle-même de savoir si elle veut se sauver, ou pas, si elle veut être aidée ou pas. Hein. C'est pas à nous d'intervenir normalement pour aider quelqu'un. Hein. On n'aide que si la personne le demande. Voilà. Ouais. Et souvent, le sauveur, il veut aider tout le monde parce que déjà, ça lui donne un rôle qui gonfle un peu son ego parce que justement, il est tellement vide, il est tellement mal à l'intérieur de lui qu'il a besoin de se sentir utile, sinon il sent qu'il va crever. Et du coup, il en oublie de travailler sur lui. Donc, au lieu de se sauver lui, il va essayer de sauver tout le monde. Ouais. Ça, c'est pas juste. Il y a plein de thérapeutes comme ça, d'ailleurs. Ah. Christelle, justement dans le chat, il y a quelqu'un qui demande comment peut-on aider un sauveur qui est dans le déni de ce rôle-là? Eh bien, j'ai répondu déjà tout à l'heure à cette même question et j'ai dit, à partir du moment où la personne elle est dans le déni, on ne peut rien faire. Okay. Voilà. Et on va le laisser sauver l'humanité jusqu'à ce qu'il s'épuise et qu'il se rende compte par lui-même que le rôle qu'il joue ne sert à rien.
Et donc, il va sûrement être très en colère déjà vis-à-vis de lui-même et il va commencer à devenir persécuteur, à en vouloir à la terre entière et il va peut-être passer en persécuteur et vouloir se venger. Voilà. Dès qu'on est dans le déni de quel rôle que ce soit, on ne peut pas aider les gens. Moi, la dame, elle était dans la victimisation en permanence et elle était, oui, dans le déni. J'avais beau essayer de lui montrer ou de lui poser des questions, il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai dit, on arrête là. Là, je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolée. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Et je vous dis, un mois plus tard, elle est revenue et elle avait vraiment changé. Elle était passée dans le rôle de je me responsabilise dans ma prise en charge. Donc, des fois, il faut abandonner les gens. On dit très bien, quand on veut sauver quelqu'un qui est en train de couler, là, eh bien, en fait, il vous entraîne avec lui. Hein, il vous entraîne vers le fond. Mais si vous lui lâchez la main, il tombe au fond et après, il ne peut que remonter. Mais il faut lui lâcher la main. Il faut arrêter de vouloir tenir la main de tout le monde. Ouais. Il y avait une question de Catherine qui demande comment repérer si on est dans un triangle de Karpman et comment en sortir. Alors déjà, on est en souffrance. On le sait, hein, on le sait vite. Hein. On sent bien qu'on n'est pas normal, quelque chose qui ne va pas. On Hein. voit que les relations ne sont pas équilibrées, on voit que peut-être il y en a un qui prend le dessus, on voit que peut-être on est en train d'étouffer ou qu'on n'est pas épanoui. C'est exactement ça. En plus. Il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de soi qui coince, ça coince. Oui, on a le corps aussi, le corps qui commence à se rebeller. Qui se tend. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est très important d'être à l'écoute de son corps parce qu'il va vraiment avoir toutes les réponses à vos questions. Hein. Si vous êtes détendu, que tout va bien, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à vous crisper, si vous commencez à éviter la personne, si vous rentrez à la maison en reculant, que vous n'avez pas envie d'y aller ou au travail, vous voyez, tous ces petits comportements qui font que, ben oui, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas fluide. Ouais, il faut s'écouter, c'est vrai. Votre corps sera le premier à vous donner les renseignements sur ce que vous vivez. Et on est dans une société où, justement, le corps n'a pas beaucoup sa place. Hein, je vous dis, on est beaucoup dans l'intellect. Donc, c'est très important de faire un travail corporel, hein, ne serait-ce que de la méditation, de la gymnastique, du yoga, ou ne serait-ce que se programmer un gong timer qui sonne toutes les heures. Et puis, à ce moment-là, vous savez que vous devez revenir dans votre corps et voir un petit peu, faire la météo, le climat, voir un petit peu l'état de votre corps à ce moment-là. Vous voyez, il y a revenir à soi, revenir à son corps. Moi, dans la journée, je dois au moins 50 fois, tout d'un coup, même si je suis avec quelqu'un ou pas, me dire « Ah, tiens, comment va mon orteil là? Qu'est-ce que je ressens? Ah, il picote, il est chaud. Ok. » Puis un quart d'heure plus tard, « Ah, tiens, et mon coude? Ah oui, mon coude, il est posé sur la table. Ah, ben, tiens, il y a une fraîcheur. » Vous voyez, j'impose, voilà, je m'impose en tous les cas 50 fois par jour, ça dure 10 secondes, hein, à revenir à mon corps et voir comment je me sens à l'intérieur de moi. Ne serait-ce déjà que pour couper le mental et arrêter de me faire des films qui n'existent pas dans ma vie. Ça me permet de couper ça. Et on récupère énormément d'énergie en faisant ça. Parce qu'on revient à soi et on ne s'épuise pas à perdre de l'énergie dans un mental qui se joue des films. Oui, parce qu'en parlant d'énergie, je pense qu'on perd beaucoup d'énergie aussi à ça, à essayer de rester dans un triangle comme ça. On n'a plus d'énergie en fait, parce qu'on ne sait plus comment faire, en fait, si on est sauveur, victime, persécuté, enfin, on arrive au bout du truc, on est lessivé, quoi. On peut le noyer. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, il faut aller voir quelqu'un pour mettre de la lumière, en fait. Hein, ouais, on n'a pas le choix, de toute façon, on n'a plus le choix. Hein. Pas clair après, hein. Voilà. Ouais. Moi, dans mes séances, je dis là où elle en est la personne, je la fais parler, puis je lui donne tout le questionnement pour voir comment ça s'est mis en place dans l'enfance. Je lui dis après comment elle peut en sortir, et après je lui dis les risques qu'il va y avoir, les luttes, les combats, parce que
la programmation va vouloir faire revenir en arrière, hein, et qu'il va y avoir quand même une lutte, un combat. Hein. Oui, oui. C'est vrai qu'on passe par là, oui, c'est vrai. Ouais. Mais on ne peut être que libre que si on n'est pas dans le triangle de Karman. Sinon, vous n'êtes pas libre. Voilà, c'est des prises de pouvoir de l'un sur l'autre. Il n'y a pas de liberté. Il y avait d'autres questions dans le chat. Ouais. Je te la pose? Oui. Alors, Bonzi qui dit, en refusant de rentrer dans ce schéma, peut-on, sans pour autant devenir sauveur, partager notre vision de la position de l'autre? Oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Après, voilà, il faut que l'autre soit en demande de cette écoute-là, enfin, soit prêt à écouter ça. Et moi, je pense que voilà, quand on communique sous forme de questions, eh bien, c'est l'idéal. Voilà, c'est l'idéal parce qu'on n'impose rien à l'autre, on ne suggère rien à l'autre. Poser des questions, c'est l'idéal. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ce que tu vis, ça t'épanouit? Voilà, poser des questions. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais pas. Je ne sais pas si la personne est toujours là ou pas pour répondre. Oui, merci. On n'a pas bien voilà, entendu. on ne donne... oui. On peut s'exprimer par rapport à l'autre si on a l'accord de l'autre pour le faire. Sinon, on peut l'amener à s'interroger sur ce qu'elle vit par des questions. Ok. Une autre question de Virginie qui certainement a rebondi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux différents rôles qu'on pouvait avoir. Elle dit, et inversement, quand la victime demande toujours de l'aide et montre qu'elle est en difficulté, comment faire la part des choses? Si elle demande toujours de l'aide et qu'elle ne passe pas à l'action, c'est qu'elle ne veut pas s'en sortir. La victime ne pourra s'en sortir que si elle passe à l'action et si elle se responsabilise par rapport à sa situation. La victime doit arrêter de demander de l'aide aux autres. La victime doit trouver ses propres solutions toute seule ou avec l'aide d'un thérapeute, quelqu'un de neutre, en dehors du triangle de Karman. Encore faut-il ouvrir les yeux. C'est pas toujours évident des fois. Oui. Voilà. Parce que la personne, des fois, elle est tellement ancrée dans ce triangle-là qu'elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle vit, en fait. Donc, s'il n'y a pas une personne extérieure qui va lui dire peut-être ce que tu vis, ce n'est pas normal, elle n'ouvrira jamais les yeux. Hein. Elle est dans le truc et elle ne bougera pas de là. Hein. Donc, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Non. Hein. S'il y a pas, il faut que ce soit la personne qui prenne conscience. Moi, j'ai eu besoin. Moi, quelqu'un m'a ouvert les yeux. C'est pour ça que je parle. Moi, c'est parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Oui. Mon corps, il commençait à partir. De toute façon, j'allais droit à l'hôpital, moi. Et si quelqu'un à l'extérieur ne m'avait pas dit, mais ce qui se passe là, c'est pas normal, je crois que je serais encore. Hein. Donc, je me suis mis un petit peu en recul de mon couple. J'ai regardé ce qui se passait. Et là, je me suis dit, oh là là, mais oui, ça ne va pas du tout. Voilà. Mais j'ai eu ce recul quand même. J'aurais pu ne pas écouter la personne, effectivement. J'ai écouté la personne, je me suis mis en recul, mais s'il n'y avait pas eu cette personne, je ne sais pas où je serais en ce moment. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que des fois. Tu étais prête. Ah, d'accord. Alors voilà, alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, Christelle. C'est ce qu'on m'a dit. Que je devais être prête et je devais attendre, effectivement. Et je crois que tu as raison, parce que maintenant je travaille sur moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais fait il y a quelques mois que je n'aurais pas fait normalement si j'avais été bien. Voilà, donc effectivement, oui. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui ne le sont pas. Il faut attendre qu'ils soient prêts. Et peut-être qu'ils ne le seront jamais. C'est comme ça. Ah, donc, d'accord. Maintenant, je comprends. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Ouais, effectivement. Ouais, d'accord. Moi, je peux partager une expérience personnelle. J'ai été dans la position du sauveur. Et du moment où j'ai résolu ça par un travail qui a duré quand même presque
5 ans en travail psychologique par l'intermédiaire d'une méthode assez efficace qui s'appelle le MDR. Mais j'ai entamé ce travail quand je me suis senti prêt pour le faire et que j'ai voulu sortir de là. Ouais. Et pourtant, avant, j'avais eu plein de personnes autour de moi, très proches, qui m'avaient encouragé à entamer un travail personnel. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est toujours quand on est prêt. Ouais, c'est ce qu'elle dit, elle a raison. Je pense que quand ma mère, parce que c'est ma mère, pour ne pas la nommer, était intervenue en disant mais ce que tu vis, c'est pas normal, peut-être que déjà dans ma tête, il y avait déjà un cheminement et je sais que c'est vrai puisque je me rappelle d'actions que j'ai faites 6 mois avant que ma mère intervienne qui déjà dans ma tête faisait penser qu'il y avait un problème. Et quand elle est arrivée, je pense que ça a mis un point final à ce que je pensais depuis 6 mois. Donc ça rejoint ce que tu dis. Je devais être prête, mais sans avoir encore vraiment fait le truc. Voilà, il faut être prêt, c'est ça. Effectivement. Parce que la victime que j'avais dans mon cabinet, j'avais beau essayer de lui ouvrir les yeux sur le fait qu'elle était créatrice de son mal-être, elle ne faisait que ramener au fait que c'était la maladie. Mais oui, mais je n'ai pas choisi de vivre ça. Je n'ai pas choisi de vivre la maladie. Voilà, et donc voilà, ça tourne en boucle et là, on ne peut rien faire. Ah, d'accord, je comprends. Ça y est, tu vois, j'ai appris encore quelque chose aujourd'hui. Je pense que c'est ça, c'est que j'ai même pas quand on m'a dit ça, je me suis même pas dit que tu racontes des bêtises. Déjà dans ma tête, je me suis dit, il faut elle m'a dit ça, c'est qu'il y a une raison, donc il faut que je réfléchisse. Donc c'est que déjà, le travail était déjà en train de se faire. D'accord. Tout à fait. Ah ouais, j'ai compris, d'accord. Donc j'aime bien ce que tu dis, que oui, il faut être prêt, effectivement, c'est ça. C'est quand c'est le moment. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut poser la question, si ce n'est pas indiscret, Monsieur Destress, que c'est EMDR, donc ça paraît comme une voie de sortie. Alors, le MDR est une technique qui a été mise au point pour traiter le stress post-traumatique des combattants qui étaient engagés sur les théâtres d'opération. C'est une méthodologie qui est utilisée aujourd'hui en psychologie. Pour les traumas, ouais. Et pour traiter tous les traumas, donc ça se fait avec psychologue clinicienne qui doit être diplômé de l'Institut français de MDR. Et c'est une méthode où on vous replace dans une situation traumatique et on vous fait une sollicitation des mouvements des yeux. Voilà. C'est extrêmement efficace. Voilà. Et moi, j'ai traité tous les traumas qu'il y avait à traiter avec ça, notamment le rôle de sauveur. Mais après, comme tout travail, donc je confirme, c'est long, c'est très long. Donc il y a des phases où on a l'impression d'avancer, on a des phases où on a l'impression de stagner. Et après, c'est comme tout trauma en fait, c'est-à-dire que vous le traitez. Je fais un travail avec une thérapeute énergéticienne qui m'a donné une jolie image en fait. C'est comme quand vous vous êtes opéré ou subissez une intervention chirurgicale, on ouvre, on opère, on répare ce qui ne va pas, on referme, mais il reste une cicatrice. Et cette cicatrice-là, due à certaines situations, certains événements, certaines sollicitations, mises à tension, de temps en temps, la cicatrice, elle va faire mal, elle va être douloureuse. Donc on le traite, mais ça ne disparaît jamais totalement en fait. Sauf que on l'a traité, on l'a compris, on a décodé le mécanisme, et du coup, on sait le détecter et l'anticiper, et donc l'aborder d'une manière différente de la manière dont on l'abordait au préalable, avant. Merci pour ce partage. Voilà. Ouais. En fait, voilà, il y a des méthodes différentes. Donc, il va y avoir la visualisation créatrice qui marche très bien. Il va y avoir la répétition, parce que du coup, aussi, ça va reprogrammer les neurones. Il va y avoir le MDR, il va y avoir le FT, il y a la méthode PIT. Voilà, tout ce qui peut aussi aller directement dans l'inconscient. Ça peut être aussi l'hypnose. Voilà, tous. Et vous voyez que le MDR, c'est aussi, comme le disait Nicolas, un mouvement avec le doigt, et au niveau du cerveau, il se passe quelque chose. Voilà.
Et c'est vrai qu'après, il peut rester en effet une petite cicatrice. Alors peut-être pas pour tout, parce que sur certaines méthodes que j'utilise, notamment la méthode PIT, après derrière, il n'y a plus rien. Mais bon, voilà. Donc des techniques, aujourd'hui, on en a plein. Et très efficaces et surtout très rapides. Voilà. Mais voilà, c'est pour traiter les traumas. La méthode PIC, c'est un acronyme? PIT. P-E-A-T. C'est un Russe qui a mis une méthode pour éliminer les traumas. Oui, on m'a parlé de la méthode PNL aussi. C'est ce que va, a priori, c'est ce que je vais certainement PNL? Oui. Voilà, c'est ce que je vais en tout cas tester là bientôt, dans 8 jours. Donc, alors j'espère que ça va. Parce que le MDR, on m'a dit que c'était pas pour mon cas en tout cas. J'avais trop travaillé apparemment sur mon cas pour arriver jusque là. Donc on m'a dit que ça sera plutôt de la PNL. Donc j'espère que c'est un peu le même genre, c'est ça. Après, chacun va trouver une technique qui lui convient. Hein. Ouais, c'est ça. Le NDR marche pour certaines choses, avec certaines personnes et pas pour d'autres. On ne sait pas pourquoi. Ah ouais, d'accord. Voilà, et à un moment donné, on trouve la technique qui va vraiment correspondre. D'accord. Mais voilà, quand même, le plus important, voilà, c'est de prendre conscience qu'on est enfermé dans ce triangle de Karman et c'est décider d'en changer. Ouais, c'est ça. C'est le plus important. Et Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc je voulais dire qu'il n'y avait pas de règles en fait. Moi, j'ai commencé par un travail psychologique et j'ai commencé à travailler avec une thérapeute énergéticienne il y a 2 ans. Et là, ce que je suis en train d'essayer de travailler, c'est le lâcher prise, quoi. Alors ça, c'est difficile que ça, ne pas tout mentaliser et ne pas faire passer tout par les fourches caudales du mental. Je trouve que c'est bien plus compliqué que ce que j'ai pu faire pendant 5 ans par moment. Ben, la voie royale, c'est le corps. C'est-à-dire? Se faire masser. Là, lâcher prise. Là. Voilà. Jusqu'à ce qu'on soit bien dans les bras de la masseuse et qu'on lâche complètement. Et qu'on se sente en parfaite sécurité et que le mental ne soit plus en train de gamberger et que vous soyez dans l'état entre veille et sommeil, hein, en état thêta. Voilà. Ça, c'est le parfait massage où on est complètement détendu et on contrôle aucun membre du corps. Donc, c'est se faire. Moi, je me suis fait masser pendant 1 an et demi, 1 fois par semaine, jusqu'à ce que j'arrive à être dans cet état-là, justement, d'abandon total, où mon corps, finalement, appartient à l'autre et je n'en contrôle plus rien. Ah. Et du coup, on travaille notre sécurité intérieure avec ça. Oui, bah sûrement, oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il en restait 2. Donc, Valérie qui demandait: rééquilibrer les chakras et les énergies peuvent-elles être aussi un soin? Ah, mais complètement. Bah oui. Ça va aller renforcer aussi la sécurité, ça va, on va retrouver notre propre identité, on va retrouver notre pouvoir pour nous-mêmes. Bien sûr, toutes les techniques sont, il n'y en a aucune à jeter, quoi. Voilà, toutes vont pouvoir aller aider dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on décide de changer de rôle et de sortir enfin, du triangle de Karman, il y a cette phase délicate où justement la programmation va essayer de faire revenir en arrière et donc du coup ça va déstabiliser et puis peut-être on va se sentir pas très bien à l'intérieur de soi. C'est le moment de faire une méditation et d'aller réaligner tous les chakras ou de le faire avec une énergéticienne. Il faut aller chercher tous les soutiens possibles, le temps de passer cette phase délicate. Ouais, tout ce qui peut nous aider. Exactement, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Pour ne pas revenir justement dans ce triangle. C'est ça, en fait. Il faut tout faire pour ne pas y retourner, quoi. Voilà. Moi, je reste disponible auprès des gens. Quand je les suis, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer un SMS à tout moment quand ils sentent justement que la phase, elle est délicate, qu'ils vont revenir en arrière, qu'ils vont craquer. Parce que juste des fois, un petit SMS, un petit mot ou un petit appel téléphonique va faire qu'on va éviter ça. Voilà. C'est vrai.
juste dans cette phase-là. C'est un accompagnement vraiment un peu plus pointu dans cette phase-là. Après, c'est fini. Une fois que la personne elle est reprogrammée autrement, il n'y a plus de risque. C'est pour les 30. Il y a d'autres questions, Corinne? Il y en avait une dernière, c'était Catherine qui demandait, c'était par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, à un moment donné, comment en sortir surtout avec un proche? Comme je dis, eh bien, il va falloir prendre des décisions autres que ce qu'on vivait normalement et ça va faire bouger tout le monde. Il va y avoir cette phase délicate. Voilà, et des fois, on peut carrément rompre définitivement avec certaines personnes, hein, même de la famille. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas en sortir, ils veulent vous y laisser dedans impérativement, mais vous, ça vous détruit. Donc, vous n'êtes pas là, ici-bas, pour être détruit, vous êtes là pour être épanoui. Donc, si à un moment donné, il faut carrément couper le lien définitivement avec son père, sa mère, son frère ou sa sœur, pour rester en bonne santé mentale soi-même, il faut le faire. C'est comme ça. Et en effet, c'est quand même toujours plus délicat et plus difficile avec un membre de la famille. Et oui, même avec son enfant. Et oui. Ça, c'est terrible, ça. Ouais. Même avec son enfant. Voilà. Ouais. Et souvent, c'est ce qui va justement permettre à la situation d'évoluer différemment ou pas. Mais quand même, dans la majorité des cas, ça évolue positivement derrière. On en voit des couples, là, les hommes, enfin souvent je dis les hommes, c'est vrai, parce qu'ils ont plus de mal à quitter les femmes que les femmes ont du mal à quitter les hommes. Et que, voilà, ils ne veulent pas grandir. Ils veulent une maman. Ils veulent un sauveur. Donc, ils se font materner. Et puis, quand la maman, elle arrête de materner parce qu'elle n'a plus envie d'être sauveuse et qu'elle sort de ça, lui, il a deux solutions. C'est où il change et puis il se responsabilise. Ou alors, il va trouver une autre maman. Et il ne changera pas. Bien sûr. Voilà. Ça fait quand même peur de savoir que c'est intergénérationnel et que ça se transmet depuis nos ancêtres jusqu'à nous et qu'on le transmet à nos enfants sans s'en rendre compte aussi. Et que 95% de la population, c'est énorme. Voilà, moi, ça m'interpelle énormément sur ce que je donne à mes enfants et sans m'en rendre compte, quoi. L'humanité, on est là aujourd'hui, on est là pour travailler. On est là pour devenir adulte, tout en restant des enfants qui s'amusent. Yes. Voilà, non, mais c'est la conscience. C'est une question de conscience et de vouloir en changer. Voilà. Et de tout mettre en œuvre pour en changer et ça va faire grandir tout le monde. Parce que j'ai fait ce travail-là, moi, mon fils, il n'est pas dans le tram de Karman aujourd'hui. Vous voyez? Oui, il y a un travail de rupture générationnelle à faire. Parfois, c'est des règles dysfonctionnelles qui ne nous appartiennent pas, qui sont bien là. Oui, mais peu importe d'où ça vient. Ouais. Ce qu'on traite, c'est l'instant présent. C'est le mal-être présent. Voilà, là, aujourd'hui, on fait le bilan de la situation. Voilà, je vis ça, je me sens comme ça, je ne me sens pas bien. Voilà. Après que ça vienne, voilà, c'est bien quand même de comprendre au niveau de l'enfance comment ça peut se mettre en place, mais c'est vrai que ça vient de génération en génération. Mais voilà. Et de le régler soi-même, ça peut régler un peu les générations au-dessus aussi. En tous les cas, ça va éviter aux générations futures d'y être dedans. Moi, je dis la méthode ACT, qui est Acceptance and Community Therapy, et on ne travaille pas sur les raisons, enfin, d'où ça vient, parce que ça peut être très profond, mais on travaille sur la règle dysfonctionnelle. Et du coup, c'est apprendre à rompre avec cette règle. Et souvent, effectivement, après coup, en remontant l'histoire, on retrouve les liens de cette règle. Wow. C'est fou, hein. Donc maintenant, vous allez en voir partout des triangles de Karman. Ah oui, comme les papillons. Dans les supermarchés, partout. Vous allez juste écouter les gens, comment ils se parlent et puis comment ils se comportent, et bien vous saurez qui est le sauveur, la victime et le persécuteur.
Enfin, rassurez-moi, tout le monde n'est pas comme ça quand même. 95%, c'est quand même 15. 95, hein, c'est ça? Oui, oui. Bon, bah voilà, il n'y a que 5% de personnes qui ne le sont pas. Oh, Il faut jouer le rôle de l'observateur aussi. Pour les même, après, c'est l'état de profondeur et de pathologie. Ce qui fait que c'est toujours rare. Oui, oui, après, voilà, c'est plus ou moins profond chez les gens. Hein. Chez certaines personnes, ça va quand même être plus superficiel et chez d'autres, ça va être vraiment très profond. Hein. Voilà. Mais voilà, on peut en sortir. Hein. Moi, j'y suis plus dedans. Voilà. Mais voilà, il m'a fallu des années. oui, c'est ce qui m'inquiète en fait, hein, parce que j'entends Nicolas qui parle de plus de 5 ans, vous qui dites que ça fait des années, moi ça fait à peine un an. Elle fait de gros dossiers. Des fois, il y a des gros dossiers, il y a des dossiers qui sont nouveaux. Et puis... Et je suis un homme, donc je peux faire qu'une seule chose à la fois. Merci Nicolas. Ah bah mon Dieu, ça va faire des années à travailler sur moi. Je savais que j'aurais l'unanimité des réactions. C'est bien. Aujourd'hui, on a des techniques qui sont beaucoup plus rapides en termes de libération qu'à l'époque. Hein, parce que moi, je me suis tapé 10 ans de psychanalyse, d'accord. Les techniques d'aujourd'hui, ça ne m'aurait pas pris 20 ans de ma vie, quoi. Hein, voilà. Ah ouais. Okay. Ma psy m'a dit que je pouvais être content de moi parce que en moyenne, les gens mettaient 15 ans pour refaire ce que j'avais fait en 4 ans. Voilà. Donc j'ai pris ça comme compliment. Ah bah oui, bravo. C'est bien. Ah ouais. Oui. Mais on a vraiment des techniques efficaces aujourd'hui. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Oui, oui, oui. On nous donne les moyens de nous libérer plus rapidement. Il y a urgence. Donc, il faut arrêter de se comporter comme des enfants. Il faut commencer à être des adultes responsables. Et puis, l'humanité, la planète, tout le monde s'en portera mieux. Hein. Parce qu'on est quand même dans des guéguerres de pouvoir. Hein. Quand on est encore dans des guéguerres de territoire et tout ça, on est en plein dans le tram de Karman. Hein. On a toujours la victime, le persécuteur, le sauveur. On est là-dedans, même au niveau mondial. Hein. C'est vrai. Là, au niveau gouvernemental, on a un persécuteur et des victimes. Ouais, mais oui. Et oui, ben voilà, on le retrouve partout, ce triangle. C'est pas que individuel, c'est à tous les niveaux. Donc, même à ce niveau-là, on peut rester libre de ça. On peut rester libre de ça, même au niveau national. Ouais. Corinne, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de techniques qui nous permettent d'accélérer le travail qu'on fait sur soi. Avant, il fallait des années de psychanalyse. Aujourd'hui, toutes les techniques qui sont orientées solution plutôt que cause, elles nous aident à aller beaucoup plus vite. Et je pense qu'on n'est pas incarné par hasard dans cette période-là. C'est parce qu'on a justement beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à nettoyer. Et voilà, soyons responsables, soyons conscients de qui on est. Et sortons voilà, de ces guéguerres, de ces jeux de pouvoir et de l'ego et de « je veux avoir raison et toi tu as tort ». Enfin voilà, il faut sortir de tout ça aujourd'hui. C'est ce qu'on nous demande vraiment. Donc, c'était très intéressant de faire cette conférence. Et il y a des solutions. Donc, la première chose, c'est comme tu disais, c'est prendre conscience qu'on est là-dedans. Et après, c'est comment je fais pour m'en sortir et plutôt que de continuer à jouer ou la victime ou un des deux autres rôles. Voilà, c'est ça. C'est être conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Sortir du mode automatique. Voilà. Et c'est vrai que la visualisation, c'est très, très, très puissant parce que, comme tu dis, ça construit de nouvelles routes neuronales. Et la visualisation, la répétition et toutes les techniques qu'on a citées, comme le MDR, comme le FT, etc., ça nous aide vraiment à recréer au niveau neuronal de nouvelles routes. Et une fois que la route, elle devient plus forte, ça devient quelque chose d'automatique. Voilà. Et la visualisation, c'est comme… Pardon, oui.
En plus de ça, ça monte la vibration et du coup, après, bien, vous ne montrez plus ce système-là. Vous voyez, même au niveau national, avec ce qui se passe en ce moment, montez votre vibration et puis vous ne serez pas impacté par tout ce qui se passe. Vous serez exempté de tout ça. Vous voyez, vous serez en dehors de tout ça parce que votre vibration, elle est ailleurs. Enfin, moi, j'arrive à me créer une dimension qui est différente de celle dans laquelle sont la plupart des gens. Vous voyez? Oui, parce qu'ils sont dans une vibration de peur et il faut sortir de ça. Et en montant nos vibrations, on est dans d'autres choses, une autre réalité. Et on attire à soi des choses complètement différentes et des belles choses, malgré tout ce qui se passe. Voilà. Oui. La visualisation, c'est quelque chose qu'on peut faire seul ou il faut être accompagné? Oui, seul. Non, seul. Alors moi, je fais des ateliers de visualisation créatrice sur Galargues-le-Montueux, voilà. Et puis, tu peux en trouver sur Internet. Hein. Voilà. Ça fait un peu loin pour moi, je pense. Et oui. Mais si tu veux, tu me donneras ton mail et je t'en enverrai une par WeTransfer si tu veux. D'accord. Merci. Comme ça, tu essaieras. C'est une visualisation créatrice qui est guidée et qui a été faite par un neuroscientifique américain. Moi, je serais bien intéressée aussi. Donc, on t'envoie notre mail. Oui. Okay. C'est quoi ton mail? Voilà, on peut avoir tes coordonnées alors? Écris-le dans le chat, Christelle. Alors. Oui, ça va être plus simple. Écris-le dans le chat et chacun le copiera avant que… Oui, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude. La technologie. Voilà. Bon, il n'y a plus de questions? Non, on était au bout, donc c'était à la fin, c'était juste voilà, des petits mots de remerciement, etc. Voilà. C'était très intéressant. J'ai fait au mieux que pour vous transmettre tout ça. Non, c'était très bien. Merci Christelle, merci à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir participé. Merci pour vos interventions. Voilà, donc chacun envoie un petit mail à Christelle si vous voulez recevoir cette petite visualisation créatrice. Ouais. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Hein. Merci beaucoup, merci, Corinne. bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et le replay sera dispo sur YouTube. Voilà. Au revoir.